La preuve qui manquait, l'aberration de la lumière. Nous sommes à la fin des années 1600. Copernic, Galilée, Kepler, Newton et bien d'autres ont révolutionné notre vision du monde en proposant des modèles qui permettaient pour la première fois d'être si précis qu'on pouvait maintenant prévoir les transits des planètes et le retour des comètes. Mais cette précision dans les prévisions ne voulait pas forcément dire que le modèle sur lequel elle s'appuyait, le modèle héliocentrique, était le bon. D'ailleurs, cette théorie était toujours censurée. Il fallait encore trouver une véritable preuve que ce n'était pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais l'inverse. Naturellement, il parut évident que la preuve viendrait de la détermination de la parallaxe des étoiles, mais jusqu'à présent, personne ne l'avait mise en évidence. Enfin, pas tout à fait. Pour être plus exact, des astronomes à l'époque de Newton avaient bien réussi à calculer une variation d'angle sous lequel on voyait les étoiles, mais elle était tellement étrange, tellement contraire à la théorie qu'on préféra faire profil bas et la passer sous silence jusqu'à ce qu'on ait l'explication exacte. Avant de commencer, voici un petit rappel sur ce qu'on appelle la parallaxe des étoiles. Si vous connaissez la triangulation, lorsqu'on se déplace, l'angle sous lequel on voit les objets par rapport à un point de référence situé à l'infini change. Ainsi, cette fameuse variation d'angle permet donc d'en déduire la distance de l'objet si on connaît de quelle distance on s'est déplacé. Pour Mars par exemple, la parallaxe de Mars est la variation de l'angle sous lequel on voit Mars en se déplaçant d'un rayon terrestre, 6370 km. C'est aussi l'angle sous lequel on verrait le rayon terrestre si on était situé sur Mars. Pour le Soleil, c'est le même principe. La parallaxe du Soleil est la variation de l'angle sous lequel on voit le Soleil en se déplaçant d'un rayon terrestre. C'est aussi l'angle sous lequel on verrait le rayon terrestre si on était situé sur le Soleil. Pour les étoiles, il ne s'agit pas de se déplacer seulement d'un rayon terrestre, mais d'une unité astronomique, c'est-à-dire 23 500 fois plus. C'est-à-dire qu'avec cette méthode, et avec les mêmes moyens que Cassini avait utilisés pour calculer la distance de Mars, on pourrait alors mesurer la distance d'objets 23 500 fois plus éloignés que Mars. Au moment du calcul de Cassini, Mars était à 50 millions de kilomètres, soit 0,33 unités astronomiques. Ce qui signifie que si les étoiles sont à moins de 7833 unités astronomiques, on devrait pouvoir mesurer leur parallaxe. Par contre, si leur distance est plus grande, alors il faudra attendre quelques années encore avant que la technologie nous permette de la mesurer. 7833 unités astronomiques représentent environ 0,12 années-lumière, c'est-à-dire que nous sommes très loin de l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, qui est à 4,24 années-lumière. Galilée avait donc raison, il était impossible à cette époque de mesurer la parallaxe des étoiles. Mais ça, à cette époque, on ne savait pas que c'était impossible. Si on arrivait à mesurer la parallaxe d'une étoile, par quoi cela se traduirait donc ? Regardez ce dessin. Tout comme lorsqu'on se déplace vers la droite, nous voyons les objets qui nous sont proches se déplacer vers la gauche. Le déplacement de la Terre sur son orbite nous donne l'impression que les étoiles se déplacent. Vous vous souvenez que la direction de référence sur l'écliptique s'appelle le point vernal. C'est le point où se trouve le Soleil à l'équinoxe de printemps le 21 mars. Au mois de mars, donc, si le Soleil se trouve en direction du point vernal, cela signifie que la Terre se trouve très en arrière du Soleil par rapport au point vernal. Et donc les étoiles doivent nous sembler se décaler légèrement vers le point vernal. En septembre, la Terre est à l'opposé de sa position de Mars, et donc les étoiles doivent nous sembler se décaler vers la direction opposée du point vernal. En juin, les étoiles semblent se décaler vers la gauche par rapport à la direction du point vernal, et en décembre vers la droite. Donc le challenge était d'importance. Si on arrivait à découvrir ce mouvement, alors on pourrait calculer la distance des étoiles. Et surtout, on prouverait enfin que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. Comme je vous le disais, certains astronomes, dont l'abbé Picard, avaient déjà réussi à calculer une variation dans la position des étoiles, mais elle ne correspondait pas du tout à la théorie que je vous ai expliquée. Alors qu'on s'attendait à ce que les étoiles glissent vers le point vernal au mois de mars, elles le faisaient au mois de juin. Il y avait 3 mois de décalage avec la réalité. Le décalage observé était une ellipse de demi-grand axe de l'ordre de 20 minutes, soit 0,00555 degrés, comme une balle de ping-pong vue à 200 mètres à peu près. En appliquant la trigonométrie, on en déduirait que la distance de l'étoile
est de 10 313 unités astronomiques, soit 0,163 années-lumière. Sauf que le déplacement des étoiles avait 3 mois de retard. Quel était donc ce mystère ? En 1729, un certain James Bradley eut une idée soudaine en voyageant sur un bateau. Il voyait alors que les drapeaux sur le bateau ne se dirigeaient ni dans le même sens que les drapeaux situés sur la terre ferme, ni vers l'arrière du bateau. En fait, ils se dirigeaient vers une direction intermédiaire. Si on regarde cette petite bande dessinée, on y voit notre ami Satanas se prendre une enclume tombée du ciel alors qu'il roule vite. Si on superpose les 3 images, nous y voyons nettement Satanas et son bolide filant vers la gauche et l'enclume tombant du haut vers le bas. Si maintenant nous superposons ces 3 images en les centrant sur la voiture de Satanas, c'est-à-dire en se plaçant dans le référentiel de Satanas, nous obtenons ceci. On ne voit plus alors l'enclume se déplacer du haut en bas, mais de la gauche vers la droite en diagonale. Cela signifie que, depuis sa voiture, Satanas n'a pas l'impression que l'enclume tombe verticalement. Il a l'impression que l'enclume vient presque d'en face de lui. Vous avez sûrement déjà observé ce phénomène en roulant en voiture sous la pluie ou sous la neige. À travers le pare-brise, on a l'impression que la pluie arrive de devant nous, et plus la vitesse de la voiture est importante, plus on aura l'impression que la pluie ou la neige vient à l'horizontale en face de nous. Remplaçons maintenant Satanas par un astronome et l'enclume qui tombe par la lumière d'une étoile située au-dessus de lui. Si l'astronome est immobile, il verra alors la lumière de l'étoile venir au-dessus de lui. Par contre, s'il est en mouvement, ou situé sur une planète en mouvement, alors il aura l'impression que la lumière vient de devant lui, et donc que l'étoile est plus devant lui qu'elle n'est en réalité. Et si c'était le phénomène qui était responsable de notre observation étrange des étoiles ? C'est exactement ce que se dit Bradley. Tout d'abord, il fallait que l'observation corresponde à la théorie. Contrairement à la parallaxe, où la variation de la position de l'étoile observée dépend de la distance entre les points d'observation, dans le cas de la lumière en enclume, le décalage provient de la vitesse. Et comme dans un mouvement circulaire, la vitesse est perpendiculaire au rayon, donc à la distance au Soleil, alors ce phénomène doit entraîner un décalage de 90 degrés, des variations par rapport à celle de la parallaxe, c'est-à-dire 3 mois. C'est exactement ce qui se passait. De plus, si c'était bien le cas, alors, connaissant la vitesse de la lumière et connaissant la distance de la Terre au Soleil, et donc la vitesse de révolution de la Terre autour du Soleil, on pourrait alors calculer l'angle de décalage théorique et regarder s'il correspond à la réalité. Alors voyons un peu. La distance Terre-Soleil, c'est une unité astronomique, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres. Comme la Terre fait un tour complet en 365 jours un quart, alors elle parcourt 942 millions de kilomètres pendant cette durée, ce qui nous fait au final une vitesse moyenne de 29,86 km par seconde. On sait aussi que la vitesse de la lumière est de l'ordre de 300 000 km/s. Si on regarde le dessin qui montre un télescope pointé sur une étoile située exactement au-dessus de la tête de l'astronome en plein mois de septembre, c'est l'étoile orange. À t égale 0, la lumière de l'étoile arrive au niveau de l'objectif du télescope. À t1, la lumière a parcouru la moitié du tube. Mais pendant ce temps, à cause de la vitesse de la Terre autour du Soleil, le télescope a bougé vers la droite. Vous voyez bien que si le télescope avait été dirigé exactement vers la position réelle de l'étoile, alors la lumière de l'étoile serait venue frapper la partie intérieure gauche du télescope et ne serait jamais arrivée au fond. La lumière finalement arrive au niveau de l'oculaire du télescope au temps T2, et on voit que le télescope pointe en fait vers une position observée de l'étoile qui n'est pas la position réelle, étoile bleue. Si l'observation avait été faite au mois de mars, pendant que la Terre se dirige exactement dans l'autre sens, alors le décalage aurait été inversé. Essayons de calculer cet angle. Entre T0 et T2, la Terre a parcouru une distance de D égale 29,86 fois le temps entre T2 et T0. Et la lumière, elle a parcouru une vitesse de D égale 300 000 fois le temps entre T2 et T0. Dans notre exemple, la lumière arrivant perpendiculairement au déplacement de la Terre, nous avons un triangle rectangle et nous pouvons appliquer la trigonométrie. Tangente de l'angle A, c'est la distance parcourue par la Terre divisée par la distance parcourue par la lumière, ce qui fait 29,86 divisé par 300 000. Et donc la valeur de l'angle A vaut 0,0057 degrés, soit 20 minutes. Cet angle doit être doublé,
étant donné que si au mois de septembre l'étoile nous apparaît décalée vers la droite de sa position réelle, elle nous apparaît décalée du même angle vers la gauche au mois de mars, ce qui nous fait un angle total de 41 minutes. Et ça correspond exactement à l'angle observé par les astronomes. Cette fois, cela ne faisait aucun doute, l'explication était la bonne, et donc, pour la première fois, on avait la preuve irréfutable que c'était bien la Terre qui se déplaçait autour du Soleil et non l'inverse. Et pourtant, 185 ans s'étaient écoulés depuis Copernic. L'interdiction sur les ouvrages prônant la théorie copernicienne sera officiellement levée en 1757. Le modèle géocentrique de Ptolémée était alors définitivement enterré, après avoir tenu pendant 1600 ans. Et comme une réponse apporte souvent aussi d'autres questions, cette découverte ne fit pas exception à la règle. Nous avons prouvé que la Terre tourne autour du Soleil, donc cela signifie que la fameuse parallaxe des étoiles existe. Comment allons-nous maintenant réussir à trouver cette toute petite parallaxe, sachant que l'observation sera polluée par l'aberration de la lumière? Il faudra réussir à enlever du mouvement observé de l'étoile sur une année l'aberration de la lumière, et alors seulement le mouvement restant sera cette fameuse parallaxe. Enfin, en supposant que les étoiles soient immobiles. La vitesse de la Terre fait que les objets nous apparaissent plus en avant qu'ils le sont en réalité. Si la vitesse de la Terre était plus importante, cette aberration serait aussi plus grande, et les étoiles nous paraîtraient plus en avant. Si nous étions dans un vaisseau, allant à une vitesse proche de la lumière, les étoiles nous sembleraient toutes être rassemblées dans une seule zone, la zone où se dirige le vaisseau. Suffit de demander à Han Solo. La vitesse modifie la perception du monde qui nous entoure. Que verrions-nous si nous allions vraiment à la vitesse de la lumière? Et si nous allions plus vite? D'ailleurs, la vitesse de la lumière peut-elle être dépassée? Comme vous le voyez, cette découverte allait ouvrir la voie à de nombreuses autres théories dans le futur, relativité en tête. Premier calcul d'une parallaxe n'arriva que 100 ans plus tard, en 1821. Et la fameuse expérience de Michelson, en 1887, de laquelle découleront toutes les théories relativistes.